Les Français parlent aux Français du bout du monde. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e émission avec Joël François Dumont, toujours en duplex de Berlin. Et Joël, je vous laisse présenter notre invité que je vais qualifier d'un bout du monde aujourd'hui. Eh bien, notre invité Jean-Michel aujourd'hui est Aude Argouze. Aude est une historienne de formation, c'est également une juriste, et elle a choisi le bout du monde puisqu'elle vit au Chili. Le Chili, c'est loin de la France. Et pourtant, il y a tellement de choses qui nous rapprochent de ce pays qu'on s'étonne en France de ne rien connaître sur ce pays lointain. Aude, bonjour. Vous vivez au Chili. Vous y êtes depuis combien d'années là-bas? Ça fera 9 ans au mois de septembre. Et avant Chili, vous étiez, je pense, au Pérou et dans d'autres régions. Donc, vous connaissez l'Amérique latine d'une vue qui est beaucoup plus grande que uniquement localement axée sur Santiago du Chili. Oui, j'ai vécu une année au Pérou auparavant. Et puis ensuite, je me suis installée au Chili. Donc, je suis arrivée un 18 septembre au Chili, qui est la fête nationale, il y a 9 ans. C'est un hasard, évidemment. Et depuis, je suis toujours là-bas. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Chili, c'est vraiment le bout du monde? Oui, on peut le dire. D'abord, c'est loin géographiquement, effectivement, puisque les vols, c'est le plus long vol d'Air France sans escale, Santiago-Paris, qui fait 14 heures à 15 heures, ça dépend des périodes de l'année. Donc, c'est effectivement loin. C'est pas tellement à l'ouest, c'est surtout très au sud. Et c'est le pays aussi le plus austral du monde. C'est même le sud du Chili est plus au sud que la Tasmanie. Donc c'est aussi d'ailleurs une surprise souvent pour les touristes qui pensent trouver un pays tropical, parce qu'ils identifient souvent l'Amérique latine, imagine au Brésil ou à la Caraïbe. Et bon, le Chili c'est plutôt frais, plutôt assez froid. Mais c'est aussi un pays qui est loin parce qu'il y a une certaine insularité du Chili. D'abord parce qu'il est entouré de frontières naturelles qui sont difficiles à franchir, donc l'océan Pacifique d'un côté, les Andes d'un autre côté. Au sud, vous avez donc le détroit et puis l'Antarctique. Et puis au nord, vous avez le désert d'Atacama, qui est le désert, je crois qu'on dit que c'est le plus aride du monde. Donc c'est un pays assez préservé aussi de ce côté-là. Quand vous arrivez en avion, on vous dit que vous ne pouvez pas emporter de graines, de bois, de nourriture, pour ne pas risquer de contaminer, d'importer finalement des germes ou des choses qu'il n'y aurait pas là-bas. Donc c'est assez protégé à ce niveau-là. Et puis c'est assez loin parce que il y a une certaine lointaineté. On se sent loin au Chili. On pourrait penser que les autres sont loin, mais bizarrement non. On se sent loin au Chili et je crois que ça fait même presque partie de la culture. Quand on est étranger au Chili, on a toujours l'impression que les gens vous disent toujours « Ah, t'es toujours là » ou « Ah, t'es revenu », comme si finalement on ne revenait pas. Et il y a autre chose qui m'a frappée, c'est qu'il y a peu d'avions dans le ciel au Chili. Vous n'avez pas les traits d'avions blancs comme on les a souvent en Europe, parce qu'en fait, il y a peu d'avions qui passent au-dessus. Il n'y a pas vraiment de destination au-delà, en réalité. On passe rarement par le Chili. On y va, voilà. Et c'est aussi un pays marin, donc il y a des ports, donc il y a aussi une culture peut-être du départ et des choses comme ça. À ce niveau-là, oui, il y a quelque chose de cet ordre qui est d'ailleurs assez poétique, assez beau dans cette lointaineté. Je préciserai juste un élément, Joël François, si vous me le permettez, comme nous le faisons en principe à chaque émission, mais aujourd'hui, entre la capitale française, donc Paris, et la capitale chilienne, la distance officielle est de 11 642 km, ce qui donne une idée de l'éloignement, effectivement. Oui, alors après, vous avez des territoires qui sont beaucoup plus éloignés, l'Australie, la Polynésie, c'est vrai, mais il y a quelque chose, au Pérou par exemple, on n'a pas ce sentiment de lointaineté comme ça, qui vous est comme rappelé. Au Chili, si, c'est quelque chose d'assez prégnant en fait. Alors, première chose, les Français connaissent naturellement pas le monde entier, ils connaissent un peu la France,
ne parlons pas de l'Europe toute proche, tu ignores. Ben, dès qu'on parle de pays lointains, là, on peut dire que bon. Et donc, on vit sur des clichés. Et vous parliez tout à l'heure de culture. Je crois que s'il y a des pays qui sont particulièrement riches en culture et en culture européenne, eh bien, il y a au premier plan le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Donc, en quoi ces pays, ce plan culturel, sont-ils si proches de la France? Et puis, deuxième question, comment se fait-il qu'en France, on continue d'ignorer ces pays depuis si longtemps? Alors, je pense que la proximité avec la France s'explique historiquement, puisqu'il y a eu des Français au Chili. Alors, si on se replace au XVIIe siècle, le Chili, le royaume du Chili fait partie de l'Espagne, enfin de la monarchie catholique. Et donc, mais la France a toujours lorgné du côté de ce territoire, parce que c'était l'entrée sur le Pacifique, parce que bon, il y avait beaucoup de choses à y faire. Et puis l'Espagne a toujours empêché, évidemment, la possibilité, vous savez qu'il y avait un monopole commercial, par exemple, donc c'était toujours un petit peu difficile. Mais ça n'empêchait pas que des bateaux puissent arriver jusque là-bas et que des Français puissent débarquer, clandestinement ou pas. Un historien chilien qui s'appelle Armando Cartes a écrit un livre sur la ville de Concepción, qui est la deuxième grande ville du Chili au sud de Santiago, à peu près à 500-600 km si je ne me trompe pas. Et il a intitulé un des chapitres de son livre Concepción, un village français. Alors évidemment, il faisait allusion à la série de télévision, mais c'était aussi pour dire que finalement, il y a pas mal de Français qui se sont installés à ce moment-là, donc assez tôt finalement dans l'histoire coloniale. Et puis par la suite, il y a eu souvent, toujours des Français qui sont partis jusqu'au Chili. Vous avez des noms très célèbres associés à l'histoire du Chili, à commencer par Claude Gay, donc, qui était un naturaliste qui a fait une histoire naturelle du Chili au XIXe siècle. Vous avez Antoine de Toulens, le fameux roi de Patagonie, c'est un Périgourdin qui est parti sauver les Indiens Mapuche au XIXe siècle également. Vous avez des photographes, vous avez des artistes, donc il y a toujours eu un certain mouvement, un certain intérêt pour le Chili de la part de Français, peut-être pas de la France, effectivement, mais de Français en tout cas qui sont partis là-bas. Et puis je pense que après l'histoire fait que le Chili n'a pas été colonie française, on ne parle pas français au Chili, et je pense que beaucoup de pays d'Amérique latine finalement ne sont pas dans l'orbite, on pourrait dire, de la France, d'une certaine façon, aujourd'hui. Ce sont des partenaires commerciaux importants, mais culturellement, on est dans l'échange, mais je pense qu'on n'est pas dans le... Comment dire, l'Espagne est beaucoup plus proche de fait des liens du passé. Il y a une chose que l'on ne sait pas du tout en France, c'est que le Chili est l'un des pays les moins corrompus qui soit. Alors, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit pendant très longtemps. C'est effectivement l'idée, l'image qui circulait, même pratiquement au Chili. Et puis, bon, on a découvert ces dernières années que c'était pas tout à fait le cas. Et puis, vous avez une classe politique qui est très récriée quand même par le peuple chilien. C'est le pays aussi où on dit qu'il y a les plus fortes, ou parmi les plus fortes inégalités au monde. Effectivement, vous avez des gens riches, très très riches, des gens pauvres, très très pauvres. Vous avez aussi une classe moyenne. Mais cette classe moyenne, comme beaucoup de classes moyennes ces dernières années, a eu tendance à s'appauvrir. Donc, il est apparu au grand jour des scandales, de la corruption. Et bon, finalement, il semblerait que ces choses soient de toute façon assez intrinsèques au pouvoir, non? Donc, il n'y a pas tellement de raisons pour que le Chili... Mais disons qu'il n'entre peut-être pas dans le schéma classique l'idée qu'on peut se faire, peut-être d'ailleurs avec certains préjugés de pays en développement ou de pays du tiers-monde, comme on disait, avec une espèce de corruption inhérente. Mais néanmoins, il y a quand même de la corruption. Alors, une grande différence entre les Français connaissent l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est bien connu. Mais l'une des grandes différences, je pense, entre cette Amérique anglo-saxonne et l'Amérique latine, c'est que l'Amérique latine a d'abord été conquise avant d'être colonisée. C'est le contraire de l'Amérique du Nord. C'est votre avis?
Oui, alors en fait, il y a un découpage historique qui est fait. On parle d'une première période qui est celle de la conquête, effectivement, qui est au XVIe siècle pour la plupart du continent, puisque les Espagnols arrivent officiellement au Pérou vers 1530, et puis la ville de Santiago, par exemple, est fondée en 1540. Donc c'est une période de conquête. À ce moment-là, il y a peu d'hommes finalement, très peu de femmes qui arrivent. Et puis une fois que une fois que la conquête est faite, que disons les gestes conquérants sont faits et prononcés, ensuite il y a une installation et la deuxième partie commence à peu près à la fin du XVIe siècle. Et puis tout au long du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, c'est effectivement une consolidation et une colonisation effectivement de ces territoires. Donc on peut considérer qu'il y a d'abord une conquête puis une colonisation. Et le moins qu'on puisse dire, cette conquête est assez violente parce que les Espagnols, notamment, ont éliminé tout ce qu'ils trouvaient pour le remplacer justement par le modèle espagnol. Oui, alors le phénomène de conquête et de colonisation sont des phénomènes violents, ça c'est tout à fait avéré. Néanmoins, je pense qu'il est important d'insister sur le fait qu'il n'y a pas eu, par exemple, de politique d'extermination de la part de la couronne. Il y a eu une appropriation, mais justement, il n'y a pas eu une volonté d'extermination parce que cette main-d'œuvre était tout à fait importante, donc il ne fallait surtout pas l'éliminer. Après, qu'il y ait eu que cela fut extrêmement violent, oui, évidemment. Les situations coloniales, comme on dit, sont pas exemptes de violence, d'abus, d'excès. Il suffit de voir les dessins, les peintures, les récits. Bartolomé de las Casas, par exemple, est quelqu'un qui a énormément raconté tout ça. Mais néanmoins, peut-être c'est important quand même parce qu'il y a des personnes qui utilisent des termes de génocide qui sont peut-être pas tout à fait appropriés pour cette époque, à mon avis, et qui justement renverrait à l'idée d'une politique d'extermination. À ma connaissance, il n'y a pas eu véritablement une politique d'extermination des populations indigènes. En revanche, il y a eu la mise en place du commerce, de l'esclavage, des déplacements de population, des conditions de travail absolument infernales dans les mines de Potosi notamment, mais qui sont aujourd'hui en Bolivie, mais qui étaient des grands gisements d'argent et d'or. Donc oui, la conquête est un phénomène ultra violent, ça c'est certain. Alors, en Europe, nous avons connu, je pense, au Moyen-Âge des fléaux, notamment des pandémies, les attaques virales. Et en Amérique latine, je crois que ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Donc, les pandémies là-bas ont fait des véritables désastres sur le plan humain. Oui, vous avez effectivement un certain nombre d'auteurs qui ont... alors, parce qu'on observe une chute violente des populations autochtones. Alors, quand on a pu établir des chiffres, c'est toujours un petit peu compliqué, mais enfin, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a eu une mortalité très très forte. Et certains auteurs se sont attachés à démontrer que c'était en partie dû, alors le traitement évidemment qui était réservé aux Indiens et aux Indiennes, mais aussi au virus, effectivement. C'est-à-dire les Européens étaient porteurs de virus que les autochtones ont décimé les populations. Donc certains auteurs arrivent à montrer que même avant l'arrivée véritablement des Espagnols, il y avait déjà, le virus était arrivé avant en fait, d'une certaine façon, et que ça aurait provoqué, ça aurait été une des grandes causes pour la chute démographique des populations indigènes. Audarguz, en 2020, vous étiez donc au Chili, sur place, et la pandémie commence à frapper le monde, ça vient de Chine. Bon, on avait à l'époque une ministre française de la Santé qui disait que c'était une petite maladie qui était circoncise à la Chine, donc ça n'allait pas se développer. En fait, ça s'est développé sur le plan mondial. Et je veux connaître, à l'époque, comment avez-vous vécu cette pandémie comme française? Quelle est l'aide que vous avez pu avoir sur place? Comment est-ce que vous avez ressenti, aussi loin de la France, avec cet éloignement dont on parlait tout à l'heure, comment avez-vous vécu cette pandémie au Chili? Bien, je pense que, comme beaucoup de gens, ça a été très progressif de se rendre compte de la gravité de ce qui était en train de se passer, puisqu'on avait des informations petit à petit. Je pense que la prise de conscience a été assez progressive. Moi, je suis retournée au Chili au mois de mars. J'étais partie pareil en vacances et puis je suis retournée au mois de mars, juste avant d'ailleurs que les frontières ne ferment.
Et à l'époque, on se disait, tiens, c'est quoi ce truc, masque, pas masque. Enfin, bon, on avait à peu près les mêmes hésitations. Alors c'était peut-être un petit peu moins de tergiversation. On a vite utilisé les masques quand même. Mais ça a été petit à petit. Le coup dur, je pense, ça a été la fermeture des frontières et plus aucun vol. Là, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pris conscience que j'étais loin. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus d'avion, il n'y avait pas moyen de rentrer. Il n'y avait pas de traversée à la nage, l'Atlantique par exemple. Donc là, effectivement, il y a une sensation de se dire, tiens, je suis coincé là-bas, je peux pas revenir, quoi, par mes propres moyens, comme on dit. Donc ça, c'était un petit peu bizarre. Et puis ensuite, on est passé en quarantaine. Donc le Chili a adopté un système de quarantaine par zone, avec différentes phases. Tout le pays n'a pas été plongé en quarantaine en même temps, mais voilà, les zones les plus touchées étaient mises en quarantaine totale. On avait des systèmes de phase 1, phase 2, phase 3, plus ou moins en quarantaine. Alors la quarantaine totale, ça consistait à un régime assez dur. On avait droit à 2 sorties par semaine, de 3 heures. Donc c'est pas simple, hein. Il a fallu s'organiser pour faire des courses, pour ce genre de choses. Impossibilité, évidemment, tous les lieux publics étaient fermés. Enfin, donc socialement, c'était vraiment l'isolement. L'isolement chez soi, les uns chez les autres. On se demandait jusqu'à quel point c'était vraiment sérieux, c'était vraiment grave. Les chiffres augmentaient. On avait de plus en plus de gens autour de nous. Moi, je suis professeur à l'université, donc il y avait des étudiants qui étaient malades, il y avait des gens, donc on se disait, tiens, c'est quand même... Si vous voulez, la chose se rapproche. Vous avez des témoignages directs, vous avez des gens qui vous disent, si, j'étais malade, j'ai eu peur, j'étais... Voilà, donc, et cette sensation d'être loin, d'être coincé, et de ne pas savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir rebouger, repartir. Ça a duré 9 mois quand même, en ce qui me concerne, avant que j'ai pu repartir. Et puis, avant que, disons, que les frontières se rouvrent. En fait, les frontières se sont rouvertes au mois de juillet. Donc, ça a duré, je crois, 4 mois de fermeture totale. Puis, au mois de juillet, ça a recommencé petit à petit, mais c'était pas simple. Il y avait, comme je vous le disais tout à l'heure, hors antenne, le test PCR, savoir si on allait pouvoir le faire, où le faire, si on allait avoir les résultats dans les 48 heures. Enfin, je pense qu'on a traversé les mêmes choses qu'en Europe, qu'en France, que partout ailleurs. Après, moi, je dois dire que j'ai reçu quelques messages d'associations de Français qui ont pris contact, j'imagine, avec des Français qui se trouvaient là-bas pour savoir si on avait besoin d'aide ou pour éventuellement organiser de l'aide pour des Français qui auraient vraiment besoin. Par des réseaux plus personnels d'amis, j'ai pu savoir qu'il y avait des Français qui étaient coincés dans le sud du Chili, donc j'ai dit, si vous voulez, ils pouvaient venir chez moi, enfin des petites choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas reçu, et j'ai pu faire la comparaison puisque j'ai des amis d'autres nationalités, on n'a pas reçu véritablement de courrier de l'ambassade, par exemple. On en a reçu 1 ou 2. Mais moi, j'ai pas eu la sensation, je savais pas forcément où aller et quoi faire. L'ambassade avait des horaires extrêmement restreints. Donc, voilà, le téléphone ne répondait pas, évidemment. Donc, non, il a fallu se débrouiller. Après, au Chili, il y a beaucoup de solidarité. Tout le monde s'est débrouillé rapidement pour se faire livrer des choses chez soi. Enfin, moi, je vis à Valparaiso, donc voilà, c'est la mer, c'est un paysage magnifique. Donc, j'ai pas souffert vraiment, mais disons que voilà, c'est la fermeture des frontières. Je pense que ça a été quelque chose de très choquant pour nous. Joël François, si vous me le permettez, et vous, Aude, également, mais je pense que vous me commenterez ceci. Je suis allé visiter la page diplomatie.gouv.fr, donc c'est une donnée officielle, je tiens à le préciser. Quand j'ai tapé communauté française au Chili, on me dit au 31 décembre 2017, donc on voit que les données ne sont pas mises à jour régulièrement non plus, 12 252 Français étaient inscrits au registre des Français établis hors de France. Estimée à quelques 12 000 personnes, la communauté française est principalement composée d'expatriés de longue date, entre 60 et 70%, résident majoritairement dans le Grand Santiago, 77%, dans la région de Viña del Mar, Valparaíso, la 5e région, et les régions qui s'étirent tout au long du Chili, au sud de Santiago, la 8e, la 12e région, nous ça ne nous parle pas, mais vous ça vous parle évidemment, ne viennent que largement après.
peu de Français habitent dans les régions du Nord. Mais ce que je tenais à préciser là, c'est que vous êtes considéré finalement comme ayant quitté la France depuis longtemps, ayant gagné votre indépendance. Vous êtes un peu une communauté française oubliée. On a vu plusieurs caractères de traitement des communautés françaises depuis que nous avons commencé cette émission. Vous faites partie d'une de ces communautés qui est les moins favorisées. Oui, alors le fait que les données soient pas à jour, ça c'est très vrai, puisque quand il s'est agi comme je vous disais tout à l'heure en antenne, de trouver de l'information pour savoir si on pouvait partir, comment, quand, où faire les tests, c'était certainement pas la page de l'ambassade de France qui nous était utile. Il valait mieux aller sur celle du ministère des Affaires étrangères. Et puis avec l'idée aussi que s'il y avait un problème, elle ferait autorité, évidemment. Mais c'était pas sur la page de l'ambassade de France. De ce côté-là, oui, c'est vrai que les services consulaires se réduisent comme une peau de chagrin. Enfin bon, mais j'ai su par ailleurs que c'était pas uniquement l'ambassade de France au Chili, c'est un mouvement plus général. Il y a plus de services notariés, par exemple. C'est un vrai problème quand même, surtout quand on est justement expatrié depuis longtemps, puisque un de vos intervenants dans une émission précédente avait fait la différence entre les expatriés et puis les exilés volontaires ou les émigrés. Et je pense qu'effectivement, peut-être la plupart des Français au Chili sont des émigrés, enfin des immigrants, vu de là-bas, plus que des expats. Il y a des expatriés qui sont, je pense, au personnel consulaire, peut-être certaines personnes aussi qui travaillent dans des grandes entreprises. Mais d'une façon générale, oui, les Français qui sont là-bas, en tout cas moi ceux que je connais, qui sont plutôt dans le milieu universitaire académique, sont là depuis longtemps. Et puis, oui, de longue durée, mais en général volontaires. Enfin, ce sont des gens qui se plaisent bien là-bas aussi. Voilà. Cette sensation d'oubli, oui, mais à écouter vos émissions, j'ai l'impression que c'est assez général. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un petit peu la raison d'être de votre émission, c'est de qu'on puisse partager ce sentiment d'être des Français qui, comme nous sommes partis, quelquefois on a l'impression qu'on est punis, en fait. On est punis d'être partis. Comme si on avait, je ne sais pas, trahi d'une certaine façon. Loin des yeux, loin du cœur, avec la France. Voilà, un petit peu, d'une certaine façon. Et puis, ce qui est amusant aussi, c'est que quelquefois, comme je suis universitaire, quelquefois je vais à des colloques et des choses comme ça, et donc quelquefois on me dit que je suis chilienne. C'est comme si j'étais devenue chilienne. Alors ça fait rigoler mes amis chiliens, parce que quand je parle espagnol, j'ai quand même un fort accent français, et puis je reste française malgré tout. Donc il y a ce côté un petit peu, voilà. Est-ce que c'est parce que c'est loin? Du coup, on considère que, je ne sais pas, effectivement, on ne peut pas revenir tous les week-ends. Mais enfin, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on est présent. On peut être présent, justement, cette virtualité, elle existait avant. Hein. On faisait déjà quelques réunions, des colloques par Zoom ou par d'autres moyens. Donc, on arrivait à rester présent. Moi, j'arrivais à voyager. J'avais des projets de recherche qui me permettaient quand même de me rendre en Europe assez souvent. Mais voilà, on est parti très loin et quelque part, je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est loin des yeux, loin du cœur? Je ne sais pas. C'est curieux. Oui, mais cet éloignement, finalement, depuis le début de cette émission, nous en sommes seulement à la 5e, mais on a déjà pas mal traversé le monde. On se rend compte que on a une communauté qui est emblématique de ce que l'éloignement peut être très léger, parce que la représentation est très importante, c'est la Pologne, et on a vu dans le même temps que aux États-Unis, la représentation, le contact avec la France pouvait être beaucoup plus difficile et même, j'irais jusqu'à diffus, parce que les services consulaires, les services d'ambassade ne sont pas là, ne sont là qu'épisodiquement, et vous rencontrez une situation finalement similaire. Alors c'est peut-être tout le continent américain, je ne sais pas, et nous le découvrirons ultérieurement, je n'en doute pas, mais vous au Chili, en plus de l'éloignement, je vais dire, géographique, et puis de la barrière symbolique de la cordillère des Andes peut-être, qui n'a pas toujours été une limite infranchissable, et surtout depuis l'aéropostale qui est importante pour le Chili, pour le contact avec la France par exemple, vous représentez des Français, comme je disais au début, d'un bout du monde. Oui, d'ailleurs dans une de vos émissions précédentes, le correspondant de Seattle, je me suis pas mal reconnue dans ce qu'il décrivait, dans le quotidien, dans la réalité, voilà, c'est le jour au jour le jour.
Après, il y a aussi la démarche. Moi, personnellement, je n'ai jamais cherché nécessairement à me rapprocher. Que quand je suis arrivée, je me suis dit que je voulais m'immerger aussi dans la vie chilienne, que je voulais pas me raccrocher à la communauté de Français. Mais donc peut-être aussi que ma démarche n'est pas représentative et peut-être que quelqu'un qui chercherait à garder des liens plus proches, il trouverait son compte. Mais disons qu'au jour le jour, en tant que Française au Chili, dans une structure chilienne, c'est-à-dire moi c'est le gouvernement chilien qui est mon employeur, je veux dire, j'étais pas dans une entreprise française là-bas, eh bien j'étais détachée. Effectivement, je n'avais pas de lien autre que certaines obligations d'aller à l'ambassade. Et quand j'ai eu besoin de mon ambassade, notamment pour des actes notariés, eh bien j'ai trouvé personne. Enfin, j'ai trouvé personne. C'est pas vrai. Il y a quelque chose que je voudrais dire qui me semble important, c'est que c'est un problème de bureaucratie, parce qu'en réalité, les personnels d'ambassade, vraiment les individus, alors là, pour le coup, sont hyper gentils, hyper sympathiques et souvent assez efficaces et souvent très désolés, en fait, de ce qui se passe. Parce que moi, j'ai pu refaire faire un passeport en toute urgence une année parce que, bon, en France, on me demandait des papiers que je ne pouvais pas fournir pour faire mon passeport en France, un petit détail. Et donc, j'ai décidé de le faire à l'ambassade en toute urgence, et ils ont été super parce qu'ils l'ont fait vraiment en un temps record. Quand j'ai eu besoin d'un notaire, il a fallu que j'aille les voir pour faire estampiller un document. Ils étaient désolés de la situation. Enfin, voilà. Donc, je crois que le personnel d'ambassade est plutôt sympa, plutôt efficace. Après, il faudrait pouvoir les interroger aussi, eux, sur leurs conditions de travail là-bas au Chili. Et alors, sur les ambassades, il y a quand même un certain nombre de choses que l'on retrouve dans tous les pays du monde. D'abord, on peut comparer avec d'autres, un petit pays, ou un grand pays européen, c'est l'Italie. Quand on voit comment comme l'ambassade d'Italie s'occupe de ses ressortissants, quand on voit comment l'ambassade de Grande-Bretagne s'occupe de ses ressortissants, ne parlons pas des ambassades nordiques, ne parlons pas de la Suisse, mais l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade des États-Unis, les ressortissants sont relativement sacrés. Or, depuis qu'on fait cette émission, et plus on approfondit, c'est le cas chaque semaine, on découvre qu'il y a 3 grandes catégories de Français à l'étranger. Il y a les Français qui ont été vendus, c'est le cas du Québec, il y a les Français qui ont été trahis, et la 3e catégorie, c'est les Français abandonnés. Et là, on est en plein dedans. Or, nos ambassades, effectivement, n'ont pratiquement plus de moyens. Vous disiez tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler l'ambassade, je n'ai pas réussi. Non, on ne peut pas réussir parce que s'il n'y a pas de standard à Berlin, depuis bientôt 7 ans, il n'y a plus de standard à l'ambassade de France. Alors, il y a d'autres vérités également, c'est que il n'y a plus de moyens financiers. Donc, ça s'est traduit par les fermetures de consulats généraux, les fermetures de consulats, etc. Comme le disait effectivement à Seattle le président de l'UFE là-bas, il disait, nous, quand on a un problème administratif, on dépend de San Francisco. C'est-à-dire que c'est 2000 kilomètres par avion pour accomplir de formalités. Bon, avec une valise consulaire, c'est quand même à la portée d'un pays comme la France. Mais en fait, il y a en France, manifestement, une volonté de désigner du droit les expatriés, quels qu'ils soient expatriés titre temporaire pour des raisons économiques ou parce qu'ils sont étudiants, etc., ou des gens qui vivent à demeure là-bas ou qui sont même nés dans le pays en question, il y a une volonté de les ignorer. Et on le voit dans les mesures qui ont été prises. Vous avez certainement souffert du fait, on a annoncé en France que la France enverrait des avions récupérer ses ressortissants. Vous n'avez pas vécu ça. Pourtant, au Chili, on a des avions qui savent se poser là-bas. Bon. Donc, d'une part, faites partie des Français, on ne peut pas aller les chercher là-bas. Deuxièmement, quand vous demandez quelque chose, autant vous adresser où vous voulez. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a changé par rapport à ce qui existait auparavant, c'est que vous avez Internet. Dès que vous pouvez voir et entendre pratiquement en permanence des Français en France qui vous connaissent et pour qui vous êtes un lien quotidien. Aujourd'hui, avec des messageries personnelles sur votre téléphone portable, dans la rue, si vous avez du Wi-Fi, vous pouvez parler à vos parents, vous pouvez parler à vos amis en France, en Belgique ou même aux États-Unis, n'importe où, dans le monde entier. Donc, il y a d'une part une espèce de très grande proximité permanente virtuelle, et tout le reste, alors c'est le bout du monde, quoi. C'est perpète, c'est tout ce qu'on peut imaginer, c'est loin. C'est tellement loin que finalement,
on a le sentiment d'être abandonné. Comment avez-vous vécu, vous, le fait, vous, Française, de ne pas pouvoir revenir en France, voir votre famille pendant cette pandémie? C'était compliqué parce que, en fait, je pense que ce qui était compliqué, c'était que pendant des mois, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. C'est-à-dire que si on vous dit d'entrée de jeu, pendant 9 mois, vous n'allez pas pouvoir sortir, vous allez devoir rester là où vous êtes, et puis dans 9 mois, vous pourrez sortir, à la limite, bon, vous débrouillez. Et vous le vivez comme vous pouvez. C'est difficile d'être séparés, effectivement. Voilà, bon, enfin, c'est surmontable quand même. On ne parle pas d'années, on parle, voilà. Mais on ne sait pas. Donc 2 mois, oui, non, peut-être, si les frontières rouvrent, les frontières ferment. Cette espèce d'agacement qui finit aussi par faire que entendre le ministre de la Santé devenait insupportable. On se disait, mais qu'est-ce qu'il a encore? On avait l'impression, si vous voulez, parce que c'est une paranoïa au bout d'un moment. On se dit, mais c'est pas possible, il le fait exprès. Alors qu'on sait bien que bon, les décisions sont prises avec les savoirs qu'on a à ce moment-là. Je pense que c'était ça le plus difficile. C'était de se rendre compte petit à petit que, bah non, à l'été 2020, non, on n'allait pas pouvoir voyager, on n'allait pas pouvoir sortir. Personne ne pouvait venir non plus, parce que une chose, c'est dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais faire venir personne. Puisque voilà, personne ne pouvait venir me rendre visite non plus. Donc c'était plutôt pénible en ce sens, voilà, de ne pas savoir si c'était pour 2 mois, pour 10 mois. Et puis aujourd'hui encore, alors aujourd'hui c'est un petit peu différent. Aujourd'hui c'est le Chili qui empêche de sortir. C'est-à-dire la France nous accueille sans problème, mais aujourd'hui c'est le Chili qui demande aux résidents et aux nationaux d'avoir un motif impérieux pour sortir. Le Chili ne délivre plus de visa non plus pour les visiteurs depuis le 6 avril. Oui, exactement. Donc là, c'est parce que c'est plutôt la situation au Chili qui est un problème que la situation en France. Alors, comme on est en décalé, puisque c'est l'hiver maintenant là-bas, etc. Voilà. C'est aussi un autre problème, c'est qu'on se disait, mais ça va jamais finir. Et mes amis au Chili maintenant, qu'ils soient français ou chiliens ou quoi que ce soit, ils sont quand même maintenant un petit peu désespérés. Parce qu'il faut vous dire qu'au Chili, la vie, disons, n'est plus normale, entre guillemets, depuis octobre 2019. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, au Chili, il y a eu l'éclatement social. Je ne sais pas si vous avez su ce moment-là. Donc, depuis octobre 2019, les universités sont fermées, par exemple. Les cours sont à distance. Donc voilà, ça fera donc 2 ans, ça fera donc 2 ans là en octobre que le Chili vit dans un rythme assez compliqué, ce qui n'a pas empêché de mettre en place le processus constitutionnel, etc., etc. Mais néanmoins, il y a une grande fatigue de la population parce que voilà, depuis pratiquement 2 ans, on est dans une espèce de régime d'exception en permanence en fait. Alors, Jean-Michel disait tout à l'heure, 12 500 Français enregistrés. Ça veut dire qu'en général, il faut compter au moins 40 ou 50% de Français qui ne sont pas enregistrés parce qu'ils sont nés sur place, parce que l'ambassade est inaccessible, parce qu'il faut faire 1000 kilomètres pour y aller, on laisse tomber finalement. C'est malheureusement la réalité. Et puis, comme le disait notre représentant à Seattle, eh bien, quand on a vécu 5 ans ici, on dit que retourner en France, c'était peut-être pas la peine. Donc, hélas, c'est des réalités. Mais en 2009, on a vécu une grande pandémie en France. À l'époque, en 2009, la France s'est honorée de transporter des vaccins dans les ambassades de France pour vacciner les citoyens français. Ce que d'autres pays ont fait. Et là, cette fois-ci, il y a une opposition dès le départ. Il n'était pas question. C'est allé même plus loin que cela. Les diplomates en poste à l'étranger, y compris en Europe, ont reçu l'interdiction formelle par écrit de rentrer en France pour se faire vacciner. Autrement dit, les gens sont relativement jeunes dans une ambassade, ils ont moins de 50 ans, entre 40 et 50 ans, 30 ans et 50 ans en moyenne. Donc, par exemple, par rapport aux gens de 75 ans, ils n'ont plus de chance de se faire vacciner. Il y en a aussi qui ont aussi des comorbidités, qui ont autre chose. Donc, autrement dit, l'aide de la France, 0. Et en plus, l'interdiction formelle. Et cette interdiction a encore été formulée il y a quelques semaines dans certaines ambassades, je parle de Berlin, parce que je vis à Berlin, où maintenant on n'écrit plus, de peur que ça sache, mais on confirme qu'il est interdit d'aller en France pour se vacciner. Et quand on écoute la radio ou la télévision française, ce qui est quand même pas trop difficile quand on est à Berlin en particulier, on se rend compte que bientôt on pourra vacciner tout le monde en France.
Donc on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on nous prend pour des imbéciles, ce qui est une grande possibilité, ou est-ce qu'on le fait exprès? Moi, je me pose vraiment des questions. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il a fallu que l'Union des Français de l'étranger, pour répondre à des situations comme la vôtre, comme celle de Seattle, a dû aller devant le Conseil d'État pour faire annuler une décision de M. Véran. Quand on voit les documents introduits à la demande de M. Véran, ministre de la Santé, au Conseil d'État, pour justifier cette mesure discriminatoire, pourtant on lui avait dit quand même, attention, là vous mettez en cause la Constitution, vous violez quand même la Constitution et la sacro-sainte Déclaration des droits de l'homme. On a fait extrêmement fort et finalement, le Conseil d'État s'est prononcé et il a annulé cette mesure qui était absolument inique. On a vraiment vécu des moments ici qui actuellement ne sont pas acceptables. Alors, quand on est dans l'éloignement le plus complet, ce qui pourrait être le cas au Chili, mais avec Internet, avec le téléphone aujourd'hui, avec les messageries cryptées, vous êtes au Chili, vous pouvez être en même temps en France. Vous n'êtes pas physiquement, mais vous êtes intellectuellement. Donc avant, on pouvait pas voir, on peut pas se faire entendre, donc on subissait à distance. Mais maintenant, on voit et on subit. Alors vraiment, on voit vraiment la bêtise s'étaler. Vous avez vécu cela, je pense, non? Oui, bah, effectivement, cette interdiction enfin, on s'est demandé, moi je me suis demandé quel était ce pays qui interdisait à ses ressortissants d'entrer sur leur propre territoire. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples où, étant national d'un pays, on vous dit non, vous ne pouvez pas venir. Pour moi, c'était complètement inédit qu'un pays dise à ses ressortissants non, vous ne pouvez pas entrer parce que, voilà, faut un motif impérieux, une liste de motifs en plus. Les humoristes en ont beaucoup rigolé à un moment donné pour savoir comment comprendre cette liste. Il y avait cette question aussi de savoir, que je disais tout à l'heure aussi, cette angoisse quand vous alliez à l'aéroport, de ne pas savoir finalement si vous allez pouvoir prendre votre avion, parce qu'on ne savait pas si sur place on allait effectivement pouvoir valider vos documents ou pas. Voilà, donc il y a un manque de clarté. Il y a eu l'ambassade, évidemment, n'avait aucune information définitive pour ces questions-là. Oui, c'était extrême. Je pense que c'était extrêmement choquant. Je pense que on a été choqués. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est pas possible. Enfin, je pense que c'est une sorte de science-fiction, dark fiction qui était tout à fait désagréable. Et quand le Conseil d'État a statué, bon, je pense qu'on était un petit peu rassurés, tout en se disant, mais comment ça peut venir à l'idée de quelqu'un d'interdire à ses ressortissants de rentrer ou de demander de justifier qu'il a besoin de rentrer? Parce que vous avez énormément de cas de gens qui ont... comment justifier que vous avez envie de voir vos amis, envie de voir votre famille? En fait, je veux dire que c'est pas quelque chose de juridique. C'est pas que vous avez un motif impérieux, c'est que juste vous avez besoin de maintenir vos liens. Vous avez des couples qui sont non mariés. Par exemple, comment vous justifiez que vous êtes séparés de quelqu'un? Donc vous aviez tout un tas de catégories de personnes on a l'impression que ça rentrait pas dans le radar. On avait l'impression que les gens étaient soit des expats, donc voilà, ils pouvaient aller et venir peut-être plus librement, soit des gens qui n'avaient pas besoin de rentrer puisqu'ils étaient partis, donc ils n'allaient pas revenir tous les 4 matins. Et comme vous le disiez, on a l'impression qu'il y a toute une dimension humaine, mais de sens commun, qui n'a pas du tout été prise en compte à ce moment-là, en tout cas. Et cette annonce, alors, je vous assure qu'on se disait, mais c'est pas possible, j'ai mal compris. On revenait vers les pages internet, vers les journaux. En plus, dans l'époque à laquelle nous vivons, on a beaucoup d'informations, beaucoup trop. Donc, trouver l'information dont vous avez besoin à un moment très précis, c'est un vrai casse-tête. Donc, on se disait, mais non, t'as mal lu, regarde mieux. Mais non, mais si, je t'assure, on peut pas rentrer. C'est pas possible, on peut pas rentrer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, on avait l'impression que c'était un mauvais film orwellien, quoi. C'est d'autant plus stupide que les gens du monde entier pouvaient se poser à Paris, mais pas les Français qui venaient de l'étranger. Enfin, comme pas exagéré. Non, ça a été assez choquant. Je pense que ça a été aussi de la même manière à l'intérieur de l'Europe, la remontée des frontières, tout à coup des frontières qui n'existaient plus. Alors, c'est un phénomène de génération. Je pense que ma génération, on a vécu et rêvé d'une Europe qui avait plus de frontières, de cette libre circulation. Alors, on peut être plus ou moins d'accord après sur les modalités d'intégration, évidemment, de cette Europe, mais enfin, on apprécie quand même de pouvoir
Elle est en Allemagne, elle est en Espagne, elle est partout en franchissant des frontières de façon très, très facilitée. Tout à coup, elles ont ressurgi comme si finalement elles avaient toujours existé. Et je pense que là aussi, on s'est dit, je pense qu'on se demande dans quel monde on va être à présent, en fait. Alors évidemment, quand on est très loin et qu'on dépend d'un seul moyen de transport qui est l'avion, on se dit, pourvu que, qu'il y ait toujours la même offre pour les transports, que les billets d'avion soient abordables, parce que s'il y a moins de compagnies, il y aura peut-être des prix extrêmement élevés, prohibitifs. On espère, on espère qu'on va pouvoir continuer à faire nos allers-retours, parce que je pense que, je peux pas parler pour tous les Français de l'étranger, mais je pense que même si on est parti, même si on est loin, on a besoin de revenir, on a besoin de rester en contact. On a besoin on se détache pas comme ça complètement de son pays, quand bien même on est très bien là où on est. Aude Argouze, en plus du sentiment humain qui est évidemment important, aujourd'hui avec vous, on a cette notion juridique, parce que c'est quand même votre formation. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ces couples non mariés, à certaines situations particulières, dans ce cas du retour interdit vers, la mère patrie. Aujourd'hui, avec le Chili, en plus de l'éloignement, en plus de ces notions juridiques, on a un éclairage différent. Si c'est la première fois que nous allons vers l'Amérique du Sud. Est-ce que pour les échos que vous pouvez en avoir, c'est toute l'Amérique du Sud qui a ce même sentiment d'éloignement relatif de l'Hexagone? Ça m'est difficile de me prononcer pour les autres pays et pour les autres personnes. Je vous ai dit, moi au Chili, j'ai eu la sensation que cette lointaineté, donc c'est pas un mot que j'invente, il existe véritablement, je le trouve assez joli d'ailleurs, et ça serait une sorte de caractéristique du Chili, par son histoire, par ce côté insulaire que j'ai mentionné tout à l'heure. Maintenant, quand on est au Pérou, je pense qu'on est tout aussi loin. Je ne sais pas comment la communauté française du Pérou a vécu cet éloignement, cette distance. Mais à écouter vos interlocuteurs, et comme je disais tout à l'heure, de Seattle par exemple, j'ai l'impression qu'il y a quand même des situations tout à fait comparables partout. Il y a l'environnement sonore un peu. Il y a des chiens partout dans le monde. Voilà. Il y a une question importante pour nous aussi, et c'est une des raisons d'être de cette émission, c'est de parler de l'image de la France dans le pays où se trouvent les interlocuteurs. Alors, cette image de la France, c'est vous d'abord pour beaucoup de gens, parce qu'à travers vous, à travers votre regard, ils voient la France. Et quelle est l'image de la France dans un pays comme le Chili aujourd'hui? Je pense que l'image de la France est associée aux droits de l'homme. Ça reste le pays des droits de l'homme, d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas, mais c'est un pays dans lequel il y a cette liberté d'expression, un certain nombre de choses comme ça. C'est le pays de la Révolution française, etc. Ensuite, je pense que la France est un pays qui, partout dans le monde, a su construire son aura et son rayonnement. Par exemple, un des meilleurs lycées au Chili, c'est l'Alliance française de Santiago. C'est le lycée de l'Alliance française, c'est le lycée de Saint-Exupéry. Je sais que on a tendance à, si on a les moyens, mettre ses enfants là-bas, pas tellement pour l'apprentissage du français, si ce n'est plutôt parce que c'est un lycée de qualité, d'un enseignement plutôt laïque, d'un enseignement universel, on pourrait dire. Donc, je pense que la France jouit de ça. Culturellement, évidemment, elle a une grande importance. Une grande partie de la upper class chilienne, pendant très longtemps, parlait français. Je pense que on a toujours cette idée d'un pays chic, d'un pays intellectuellement très riche, culturellement très riche. Évidemment, est-ce qu'on parle vraiment de la France dans ces cas-là? Je ne sais pas. On parle peut-être de Paris plus que la France. Et toute une partie des réalités françaises sont quand même occultées dans cette image, c'est-à-dire la pauvreté, les problématiques des banlieues, tout ce qui est aussi le quotidien français. Et quelquefois, quand on dit aux gens, mais oui, il y a aussi des problèmes sociaux très graves, il y a aussi des inégalités sociales très fortes en France. Ah bon? Ah oui, voilà. On a l'impression que c'est pas l'image de la France. Après, moi, j'évolue dans un milieu particulier qui est le milieu universitaire.
Alors là, il y a beaucoup de liens. En revanche, beaucoup d'étudiants vont faire des formations, peuvent faire des formations en France. On fait venir des professeurs français qui parlent très bien l'espagnol. On a des grandes figures assez importantes, même en sciences humaines et sociales, parce que je pense que ça serait intéressant de parler avec quelqu'un qui travaille dans les sciences physiques et biologiques, puisque le Chili est un pays très riche de ce côté-là, ou en astronomie. Et donc, il y a de forts liens, de forts échanges, une tendance à faire une partie des études supérieures en France. Je dirais que globalement, il y a plutôt une bonne perception de la France. Les Français, c'est autre chose. Vous savez qu'on n'a pas toujours une bonne réputation. Nous sommes plutôt râleurs. Nous ne sommes pas toujours très propres. Donc voilà, nous avons qu'il y a quand même des poncifs qui restent vrai ou pas, probablement. Hein. Mais de façon générale, l'image est plutôt positive. Et moi, j'ai été plutôt bien accueillie, même très bien accueillie, en partie parce que je suis française. En partie. C'est-à-dire, je pense qu'il y a d'autres événements, le milieu dans lequel je suis tombée, les amis que j'ai, etc. Mais cette francité, disons, n'est pas un handicap. Comment est-ce que les Français s'intègrent dans un pays lointain comme le Chili, par exemple? Est-ce que l'intégration des Français là-bas est un modèle dont on peut parler en France? Alors, moi, je pense que le Chili est un modèle, puisque le Chili est un pays dans lequel énormément de communautés existent. C'est un pays qui est composé de communautés. Vous avez des Croates, des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Vous avez 200 000 Palestiniens, par exemple, au Chili. C'est la plus grande communauté de Palestiniens hors Palestine qui se trouve au Chili. Les Allemands. Vous avez donc c'est un pays qui a toujours intégré des étrangers. Donc c'est un pays dans lequel il est assez facile de s'intégrer. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se méprendre. Quand vous parlez avec des Haïtiens, par exemple, qui ont été très nombreux à venir au Chili ces dernières années, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Parce que ce sont des gens de couleur, ce sont des gens qui viennent d'un pays pauvre, donc vous avez un certain racisme, vous avez une certaine xénophobie. Les migrants économiques comme les Vénézuéliens, les Colombiens, les Péruviens, les Équatoriens ne sont pas toujours très bien vus non plus. C'est pour ça que je vous disais, moi je fais partie de cette catégorie qui est plutôt privilégiée. Je viens d'Europe, donc il y a cette idée que l'Europe c'est l'ancien monde, mais enfin c'est quand même culturellement très riche. Je suis diplômée, donc c'est important. Pour moi ça ne l'est pas, mais ça joue à un moment donné. Et donc voilà, il y a des éléments comme ça. Donc s'intégrer de cette façon-là, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, si on arrive sur le marché du travail directement, comme beaucoup de migrants, je pense que ce n'est pas très facile. Ce n'est pas un pays très facile, dans le sens où alors on dit c'est un modèle néolibéral, ça veut dire que c'est un modèle assez individualiste, vous n'avez pas vraiment de chômage, voilà. Donc c'est aussi la réalité économique du Chili, très proche du modèle des États-Unis à cet égard. Donc si vous perdez votre emploi, c'est pas simple. Donc voilà, ça c'est l'autre revers c'est le revers de la médaille. Pardon. Quand on parle de l'Amérique du Nord, effectivement, parlons-en. Et disons que les pays d'Europe étaient peut-être très présents dans des pays comme le Chili, puisque je vous dis l'Allemagne et la France sont en grande partie un peu à l'origine de la fondation de ce pays. Dès qu'il y a eu l'avènement de la doctrine Monroe, donc l'Amérique aux Américains, on a fait comprendre aux Européens que c'était pas la peine de chasser sur leur terre. Et donc, l'Amérique du Sud est devenue une priorité économique des États-Unis, pour ne pas dire une annexe américaine du Nord. Et donc, les Européens, pour y disparaître, n'ont plus besoin de vous. Et je dirais que du point de vue politique, il y a eu une absence totale d'intérêt de la France, alors qu'elle était très présente au XIXe siècle, et même au début du XXe, et que le seul chef d'État qui a fait un voyage d'1 mois, donc plus long voyage, c'est le général de Gaulle. C'était pratiquement son dernier voyage, où il a fait un grand voyage en Amérique du Nord, puisque le Mexique est en Amérique du Nord. Donc, il a commencé par le Mexique, et après, il a fait les pays d'Amérique latine. Et quand il est rentré, il a dit, il faut que la France continue de s'intéresser à ces pays, car ce sont les pays qui demain jouent un rôle essentiel. Et chose curieuse, ça n'a pas intéressé Pompidou, ça n'a pas intéressé Giscard d'Estaing, puis les autres, on demande même si ça vous sait. Hein. Là, franchement, on est tombé très bas, l'Amérique du Sud. Mitterrand s'était intéressé.
Mais dire qu'Hollande ou Macron, l'Amérique du Sud, c'est rien pour eux. Donc, est-ce qu'on n'a pas ce sentiment un peu d'être dédaigné sur le plan politique parce qu'on est lointain, parce qu'on n'est pas... Non? C'est-à-dire que, encore une fois, ça dépend, je pense, où on se situe dans les secteurs, voilà, dans la culture, à l'université, on ne se sent pas forcément dédaigné. Mais c'est aussi parce que le Chili lui-même arrive à avoir quand même une certaine aura. C'est aussi un pays, parce que vous avez la présence française au Chili, et puis la contrepartie, c'est aussi le Chili dans l'imaginaire des Français. Et là, vous avez quand même pas mal de choses qui existent. Bon, vous avez Pinochet, évidemment, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus radieux, mais enfin, vous avez... alors, il y a eu l'épisode des 33, vous savez, ces 33 mineurs qui avaient été... voilà. Vous avez les tremblements de terre, et puis cette idée associée à ça d'une grande résistance des Chiliens, justement, cette capacité, finalement, à vivre. Je rappelle que c'est le pays le plus sismique au monde. Donc, évidemment, ça bouge. Vous avez voilà, cette idée des grands paysages absolument magnifiques, c'est la Patagonie, vous avez des personnalités, Pablo Neruda, Violeta Parra, comment il s'appelle, Roberto Matta. Moi, souvent, je dis, en rigolant, je dis dans tous les top 10, il y a un Chilien ou une Chilienne. Vous aurez, voilà, ça c'est assez intéressant. Vous avez souvent un Chilien ou une Chilienne qui est recordman de je sais pas quoi. Violeta Parra, c'est la personne qui a écrit Gracias a la vida, une chanson que tout le monde connaît. Vous avez Gabriela Mistral qui était seconde femme prix Nobel de littérature. Enfin, voilà. C'est aussi ça le Chili. Je vais prendre un autre pays qui est l'Argentine, très proche du Chili. Bon, les Argentins, l'élite politique argentine, la plupart des dirigeants avaient tous été formés à la Sorbonne. Et j'oublierai jamais, lorsqu'il y a eu les lois Pasqua, le président de la République argentine, qui était un professeur agrégé de la Sorbonne, vient en France en vacances. Il a été refoulé à Roissy par un policier de la PAF, nous faisant comprendre qu'il n'avait pas de visa pour entrer en France. On l'a chassé comme un malpropre. Il est rentré dans son pays. Le lendemain, il a pris des décisions tout de suite, fermeture de l'Alliance française. La réciprocité, de temps en temps, c'est une bonne chose. Comment se fait-il qu'en France, on ignore que toute cette élite dans ces pays comme l'Argentine ou le Chili, la plupart des gens sont tous sortis de nos grandes universités. Donc, ils ont un appel de la France, ils ont un amour de la France, ils ont un intérêt, une connaissance de la France. Et de l'autre côté, on s'en fout. C'est vrai que l'étranger, déjà, les Français et l'étranger, on ne s'y intéresse pas. On sait bien qu'il fallait s'intéresser aux étrangers, on n'en finirait plus. Hein. Ce mépris, c'était du mépris finalement, hein, et quand même mal vécu, je suppose, non? Oui, de toute façon, c'est vrai que quand vous êtes latino-américain, que vous venez à Paris, le quotidien d'un étudiant ou d'un immigré hors Union qui vient en France, c'est quand même pas simple. Je veux dire, les politiques migratoires en France, parce que je ne connais pas bien les autres pays d'Europe, mais vraiment la France, c'est la douche froide pour beaucoup de gens. Alors moi, j'ai connu essentiellement des étudiants, ou alors des professeurs qu'on faisait venir, et alors il fallait, à un moment donné, j'étais responsable des chaires des professeurs invités à Paris, et à Sorbonne Nouvelle, à l'Institut des études d'Amérique latine, et effectivement, on est arrivé d'aller plusieurs fois à la préfecture pour accompagner un professeur, faire la queue à 6h du matin, parce qu'il y avait eu un problème de visa, parce que je sais pas quoi. Donc, c'est un peu la douche froide, parce qu'il y a cette idée de la France, justement, terre d'accueil, les pays des droits de l'homme, Paris, c'est magnifique, etc. Puis quand vous arrivez, ça commence mal. On vous demande des papiers que vous n'avez pas, il faut aller montrer patte blanche. Combien d'étudiants dans les problématiques de renouvellement des visas se retrouvaient à ne pas pouvoir partir parce qu'ils avaient leur visa en cours de renouvellement pendant 9 mois. Et puis ensuite, vous avez le visa, mais vous avez plus de 3 mois de validité. Vous avez eu la fameuse circulaire Guéant en 2011 qui a plongé dans le désarroi énormément d'étudiants. Donc, c'est assez étrange parce qu'effectivement, une grande partie des étudiants, par exemple, de l'école des études en sciences sociales, sont des étrangers. Et c'est d'ailleurs la richesse de cette école, c'est d'avoir énormément de gens qui viennent d'horizons très différents et très divers. Et vous avez un traitement administratif de ces personnes
qui laisse complètement à désirer par rapport à cette image. On a l'impression qu'il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on vous dit venez, c'est formidable, vous serez bienvenus, et puis quand vous arrivez, c'est le Crous, c'est Roissy, c'est débrouillez-vous pour trouver un logement, et c'est pas du tout évident pour tout le monde. Pourquoi la France ne fait pas plus d'efforts? Je ne sais pas, je ne me suis jamais expliqué. Est-ce que c'est très difficile peut-être? Je ne sais pas. Mais effectivement, beaucoup d'étudiants se plaignent en fait. Enfin, se plaignent. Disent, dis donc, ça n'a pas été simple. Je vois Jean-Michel qui vous regarde en se demandant est-ce qu'il y a des Béarnais au Chili? Est-ce que vous avez rencontré là-bas des communautés françaises attachées au terroir français, que ce soit le Béarn ou même la région qui est juste à côté, puisque vous êtes à quelques kilomètres du Béarn? Oui. Alors, non, pas des gens de ma génération et qui sont dans le même... les gens que j'ai rencontrés, quand on se rencontre, on est effectivement... on dit, tu viens d'où? Tu viens de quelle région? Et alors, il y a beaucoup de Bretons. Voilà. Les Bretons depuis toujours, et voilà. Mais je salue mes amis Jeanne Hersan et Fabien Le Gaudiec qui sont bretons au Chili. Je pense que ces reconstitutions après régionales sont plutôt le fait de Français qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, qui sont en réalité franco-chiliens et qui effectivement essaient de reconstituer. Alors ce sont plus des expatriés, ce sont des Chiliens mais qui sont d'origine française. Et eux, ils ont effectivement quelquefois une tendance à essayer de retrouver leurs racines familiales et donc ils peuvent avoir des intérêts à rechercher des régions de migrants. Mais historiquement, ça a été effectivement beaucoup de Bretons qui sont partis en Amérique du Sud. Voilà. Et puis vous parlez d'Émile Dubois, donc c'est une figure controversée. Émile Dubois était un Français de la région d'Étaples qui a quitté cette région après probablement avoir commis un premier assassinat. Et il a débarqué en Amérique du Sud à la fin du 19e siècle. Donc, tout son périple l'a mené jusqu'au Chili. Il est passé par le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou. Et au Chili, il a assassiné quatre messieurs plutôt riches. Il a été arrêté, il a été fusillé en 1907. Émile Dubois est devenu un saint populaire, puisque c'est devenu finalement une sorte de justicier. Quelqu'un qui s'est attaqué à des hommes riches pour soi-disant redistribuer des richesses. Je ne sais pas s'il a vraiment redistribué les richesses, mais tout à fait intéressant de voir comment il est devenu cette figure. Et ce que je voulais mentionner, c'est que le fait qu'il soit français fait qu'on dit qu'il était très chic. C'était une sorte de dandy. Voilà. C'était associé à la France. Vous avez cette image du chic. C'est le chic et les droits de l'homme, même quand c'est un assassin. C'est une figure tout à fait intéressante de Valparaiso, Émile Dubois. Je voulais terminer par rendre hommage à ce personnage que j'aime bien. Alors, Aude Argouze, c'est une sorte de clin d'œil à l'actualité et mon cher Joël François, nous ne ferons pas davantage de commentaires, mais avec la semaine que nous avons vécue, je crois que tout le monde comprend pour ce personnage d'Émile Dubois. Mais nous avons pris une habitude qui va devenir, je l'espère, une coutume dans cette émission des Français qui parlent au français du bout du monde, c'est que nous parlons de gastronomie sous des formes diverses et variées. Vous êtes au Chili, je pense que en bon béarnais, je vais m'intéresser à un produit chilien qui mérite sans doute d'être mieux connu, c'est le vin. Pouvez-vous nous parler du vin? Je ne vous demande pas si vous en consommez, mais pouvez-vous un peu nous parler des vins chiliens? Alors, les vins chiliens sont très bons. Ils bénéficient de conditions climatiques, je crois, très bonnes. Il faudrait interroger quand même quelqu'un qui est spécialiste de vin, mais je crois comprendre que les divers climats, la montagne, la mer, facilitent d'avoir de bons résultats. Il y a beaucoup de cépages et surtout, depuis quelques années, il y a des assemblages aussi qui sont tout à fait intéressants. Il y a beaucoup de comment on appelle ça, c'est pas des châteaux, des fermes, enfin de production de vin, pas mal à l'exportation. On en trouve partout dans le monde. Le vin chilien est assez connu. Il y a des cépages qui ont été importés d'Europe, comme le Carmenère par exemple, qu'on trouve plus en Europe mais qu'on trouve là-bas. Il y a pas mal de succès. Le Chardonnay, le Sauvignon blanc. On trouve absolument de tout. Et justement, il y a des Français qui sont œnologues là-bas et qui
et qui travaillent là-bas dans ce secteur. Ça serait intéressant peut-être aussi d'arriver à parler avec eux. Ce sont de très bons vins. Il y a de très bons vins au Chili, véritablement. Et puis, il n'y a pas que les vins, il y a la viande aussi. On parle beaucoup de l'Argentine et de l'Uruguay pour la viande, mais le Chili aussi a de très bonnes viandes. En gros, on y mange très bien. L'une des grandes différences pour la viande, c'est qu'en France, on le voit. Je me souviens, j'avais été à un marché au Cadran, au sud de Rennes, un jour. J'ai vu arriver des jeunes génisses qui venaient d'Angleterre. Elles ne tenaient pas sur leurs pattes. Et j'ai dire qu'elles avaient pratiquement à l'arrière envoyé une espèce de masse aqueuse autour de la queue. Vous voyez très bien que ces bêtes avaient été un peu picousées, comme on dit vulgairement, qu'elles n'étaient pas très bien, elles tenaient même pas sur leurs pattes. Alors que les vaches là-bas, ou les taureaux, mais les vaches en particulier, elles font des milliers de kilomètres pendant leur vie. Donc les animaux, ils sont musclés, ils sont en bonne santé. C'est la raison peut-être pour laquelle la viande est d'aussi bonne qualité là-bas. Alors qu'est-ce qu'on mange? On mange bien au Chili ou pas? Oui, on mange très bien. Alors moi, quand j'avais habité au Pérou auparavant, vous savez que le Pérou est un pays très gastronomique. C'est une des plus grandes cuisines au monde, avec la cuisine française, la cuisine chinoise, la cuisine péruvienne. Et au début, je disais on mange très bien au Chili, mais que c'est pas une gastronomie. Et puis avec le temps, je dois dire que de plus en plus, en fait, on trouve des choses vraiment très très bonnes. Il y a beaucoup de produits de la mer. C'est quand même un pays qui a 4500 km de côte, donc beaucoup de poissons, des choses comme ça. Et puis on est dans les Andes, donc on a de la pomme de terre, on a des avocats. Alors, si vous aimez les avocats, c'est des oranges absolument merveilleuses. On a vraiment des très bonnes conditions climatiques, des olives et de l'huile d'olive qui sont de très bonne qualité, qui sont fabriquées sur place. On a les pommes, des pommes du Chili que vous trouvez en France. Tous ces produits sont généralement, les avocats et les pommes sont exportés. Les olives, je ne sais pas si on les exporte tant que ça. Mais globalement, on y mange plutôt très bien, c'est très équilibré. C'est-à-dire, vous avez de tout. Et voilà, je pense que c'est un pays dans lequel, en tout cas, dans lequel il y a tout, en fait, à ce niveau-là. On n'a pas de soucis à se faire. En revanche, il n'y a pas de produits exotiques puisqu'il n'y a pas de forêt amazonienne, il n'y a pas c'est pas du tout tropical. Donc, on aura beaucoup de choses qu'on peut trouver aussi en Europe. Et puis les fraises, il ne faut pas oublier qu'elles sont quand même du Chili. L'origine des fraises, c'est quand même Chiloé, cette île au sud du Chili que Fraisier justement a rapporté. Donc encore une fois, beaucoup de choses du Chili sont autour de nous sans que forcément on sache que ça vient de là-bas. Merci pour cet éclairage. Vous voyez qu'à la fin d'une émission, ça fait du bien d'avoir un côté positif. Et surtout, un truc qui est très bon, par exemple, c'est le vin aux fraises. Voilà, c'est quelque chose qui se fait là-bas. Une espèce de, comme nous on fait de la pêche au vin, on fait aussi du vin aux fraises. Merci Aude, parce qu'en une heure avec vous, j'en ai appris beaucoup plus sur le Chili. Bon, de nombreuses années en France, hélas. Écoutez, je crois que le mieux c'est de vous réinviter, peut-être avec d'autres aussi pour comparer. Peut-être comparer le Chili avec un autre pays, mais on sent manifestement qu'il y a des liens très forts entre les deux pays, et on a un peu le regret de voir que on le remarque plus là où vous êtes que là où nous sommes. Oui, c'est sûr. Mais bon, il faut être patient, peut-être qu'avec le temps et des émissions comme celle-ci, on parviendra à faire entrer encore plus de Chili dans l'imaginaire des Français. Eh bien, grand merci Aude Argouze. Et puis, nous n'avons aucun doute, vous nous trouverez aussi certainement un ou plusieurs de vos amis chiliens qui pratiquent la langue française, qui seront tout aussi attendus à nos micros pour une prochaine fois. Mais nous avons noté que vous souhaitez revenir pour nous parler encore du Chili, et ça, c'est une excellente nouvelle. Je suis très bavarde, c'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Et merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.